Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je vous parle d'un de mes jeux qui étaient les plus attendus pour la fin de l'année 2020. Il s'agit des Vicomtes du Royaume de l'Ouest. J'ai ici la version anglaise, mais n'ayez pas peur, la version française devrait ne pas tarder à arriver en magasin. Et en plus, il n'y a pas beaucoup de texte dans le jeu, si ce n'est pas du tout. Alors je crois que c'est un jeu qui devrait vous intéresser autant que moi. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Nous voici donc devant les Vicomtes du Royaume de l'Ouest, ce jeu pour 1 à 4 joueurs dans lequel nous incarnons des vicomtes plongés dans un royaume en déclin et ce que nous recherchons, c'est premièrement la paix avec nos envahisseurs. Et pour cela, eh bien, il faudra être prêt à sacrifier beaucoup. Donc, présentement, vous avez sous les yeux une partie de la mise en place pour une partie à 2 joueurs. On a donc ici le plateau principal composé d'une rondelle avec 5 pièces qui sont recto-verso et qu'on peut interchanger un peu à la formule d'un module. On a notre château, notre forteresse en son centre et nous avons toutes sortes de paquets de cartes, des manuscrits également. Autour du plateau, on a plusieurs cartes. Les ressources sont hors du champ de la caméra. Nous avons ici un exemple d'un plateau de jeu individuel pour un joueur avec les différents éléments qu'il peut récupérer en début de partie. Et notre objectif au terme de ce jeu sera d'être celui avec le plus grand nombre de points de victoire. Et les points de victoire dans ce jeu sont représentés par des petits drapeaux, des petits fanions dorés. La partie va prendre fin dès que l'une des 2 cartes ici aura été dévoilée. Alors d'un côté, nous avons les dettes, de l'autre côté, nous avons les accomplissements. Dès que nous avons récupéré un certain nombre de cartes accomplissements, la carte ici de pointage va être dévoilée. À ce moment, on termine le tour en cours et tous les joueurs ont droit à un dernier tour et après ça, c'est la fin de la partie. Mais la partie peut également être terminée une fois qu'on aura dévoilé l'autre carte à la place. Donc, dès que l'une de ces 2 cartes est dévoilée, c'est la fin de la partie. Dès la mise en place, on a plusieurs éléments asymétriques. Alors, les joueurs vont devoir choisir un duo de cartes. Ici, on a des cartes héros, des personnages spéciaux, ainsi que des ressources et opportunités de départ. On en aura un certain nombre selon le nombre de joueurs autour de la table. Et les joueurs vont donc récupérer les duos qui les intéressent le plus. Ils vont récupérer toutes les ressources indiquées sur la carte, mais également certains avantages, certains inconvénients également, comme par exemple ici on remarque qu'on commence avec une dette, ce qui nous fera perdre 2 points si on ne réussit pas à la payer, mais aussi certains avantages. On a également notre lieu de départ qui va nous être imparti. Dans ce cas-ci, le joueur bleu commence dans le lieu numéro 9, alors que le joueur rouge commencerait dans le lieu numéro 2. Cette carte devient alors un aide-mémoire. Et l'autre carte que nous avions juste ici va s'ajouter à notre paquet de cartes de départ. Alors, dans ce jeu, on a différents mécanismes. On a la gestion de notre rondelle, la gestion de ressources et on a également du deck building. Tous les joueurs vont avoir un paquet de 8 cartes de départ identiques et auxquelles ils vont pouvoir ajouter la carte qu'ils auront récupérée dès la mise en place. On va alors brasser toutes ces cartes et les mettre près de notre plateau individuel. On est prêt à commencer. Une partie de Vicomtes des Royaumes de l'Ouest se déroule en plusieurs tours. À leur tour, les joueurs vont réaliser chacune des 6 étapes indiquées sur leur plateau individuel. Au terme de ces 6 étapes, eh bien, ce sera à l'autre joueur de commencer son tour et on va procéder ainsi jusqu'à la fin de la partie. Ces 6 étapes sont somme toute assez simples. On devra d'abord gérer les cartes qui se trouvent sur notre plateau. Par la suite, nous allons pouvoir déplacer notre vicomte d'un lieu à l'autre. Nous allons ensuite effectuer une action principale sur le lieu où on termine notre déplacement. Par la suite, nous allons pouvoir recruter l'un des personnages se situant dans la zone où notre vicomte a terminé son déplacement. Nous allons également devoir gérer éventuellement la collision de nos 2 marqueurs
corruption et vertu. Et finalement, la dernière phase, c'est de remplir notre main de cartes. Alors, on commence la partie avec 3 cartes en main, mais il y a toutes sortes de façons pour nous permettre d'en conserver plus en cours de partie. La première étape donc consiste à prendre une carte que l'on a entre les mains et la mettre en jeu sur notre plateau de ce côté en premier. Si une carte s'y trouve déjà, eh bien premièrement nous allons devoir la faire glisser. Par la suite nous allons choisir une carte et nous allons la mettre en jeu. Si un petit éclair apparaît sur cette carte, eh bien c'est un bonus qui va être immédiat. On va récupérer tout ce qui est indiqué. Il est possible d'avoir aucun bonus, il est possible d'avoir des bonus passifs comme ceci. Donc, tant que la carte est visible dans ces 3 emplacements, le bonus est actif et on peut également avoir des habilités qui vont se déclencher lorsque la carte sera défaussée. La deuxième phase, c'est celle de déplacement. Alors, on va pouvoir prendre notre vicomte et nous allons pouvoir suivre les différentes flèches d'un emplacement à l'autre du plateau selon le coût de la carte. Mais pour l'instant, on n'a rien payé, mais c'est la valeur qui est indiquée sur la carte. Donc, je dois faire 3 déplacements et je pourrais faire 1, 2, et 3 sans problème, où j'aurais pu emprunter le chemin du haut et bifurquer. Et si je désire faire des déplacements supplémentaires, je peux payer une pièce d'argent pour chaque déplacement. Dès qu'on termine notre mouvement dans le même lieu qu'un autre joueur, il y a donc une joute qui va avoir lieu. Ça donne un avantage à mon adversaire. Il peut réorganiser toutes les cartes de son plateau à sa guise. Ensuite vient le temps de faire notre action principale, mais juste avant, nous avons l'occasion d'influencer le personnage qui est dans la région où j'ai terminé mon déplacement. Si je désire influencer l'illusionniste pour bénéficier de l'icône de la carte ainsi que de son petit bonus d'acquisition juste ici, je dois payer le coût d'influence, alors je dois payer une pièce d'argent et automatiquement, je vais pouvoir bénéficier du bonus qui est indiqué juste ici et je vais uniquement pour ce tour ajouter le bonus qui est indiqué. Dans ce cas-ci, une tête de mort, c'est un charlatan. Alors la tête de mort représente n'importe quel symbole. C'est un joker. Ça va donc s'additionner à ce que je prévois faire comme action principale. Peu importe l'emplacement où je termine ma course, j'ai toujours 4 actions principales disponibles. Je peux faire des échanges commerciaux, je peux construire, je peux influencer ou je peux faire une action au clergé. Pour cela, rien de plus simple, peu importe l'action que je vais effectuer, je vais d'abord consulter le nombre d'icônes selon cette action qui sont visibles sur mon plateau individuel. Si je décidais par exemple de faire l'action de marché, j'ai un sac qui est présentement visible juste ici et j'en aurai un deuxième parce que j'ai décidé d'influencer l'illusionniste. J'ai donc 2 sacs à mon actif et sur mon plateau, on m'indique que je peux acheter des sacs supplémentaires au coût d'1 pièce d'or autant de fois que je voudrais. Alors je pourrais payer 2 pièces d'or pour avoir 2 sacs supplémentaires. Et comment utiliser ces sacs? Eh bien, ça dépendra de l'emplacement où j'ai terminé ma course. Ici, on m'indique que pour chaque 2 sacs, dans ce cas-ci, j'en aurai 4, je pourrais récupérer des encriers. Alors, je pourrais récupérer 2 petits encriers de cette façon. Et c'est comme ça, tout le long du plateau, que je vais pouvoir générer principalement des ressources. De la même façon, j'aurais pu également décider d'effectuer n'importe quelle autre action, mais à ce moment, eh bien, c'est l'icône représentée que je vais devoir chercher parmi celles qui sont ici et parmi celles des cartes que j'ai décidé d'influencer. Si je désire acheter des marteaux supplémentaires, ça me coûtera de la roche et ça va me permettre de construire des bâtiments qui sont juste ici, selon les coûts qui sont indiqués sur mes plateaux. Je vais devoir les construire sur les emplacements du plateau qui sont dans la même zone que mon vicomte. Je vais immédiatement marquer la récompense de cet emplacement. Ici, éventuellement, un autre joueur ou même moi-même, je viens construire de ce côté et que j'ai terminé une route, eh bien le joueur qui a conclu la route va pouvoir récupérer la récompense juste ici. Au terme de la partie, plus on aura construit de bâtiments et plus ça nous donnera de points de victoire. Je peux également utiliser l'action des fleurs de lysée pour envoyer de mes citoyens dans le château pour représenter plus d'influence en ma faveur. Pour ce faire, même principe, je vais chercher les icônes de fleurs de lysée. Ça me coûtera des lingots d'or pour augmenter cette valeur et selon la petite charte qui est indiquée ici, combien de fleurs de lysée j'ai réussi à générer, ça m'indiquera combien de citoyens est-ce que je peux faire pénétrer
dans la zone du château qui est adjacent à la région où je me trouve. Les citoyens vont toujours pénétrer dans le premier cadran en premier, mais dès que j'ai 3 citoyens ou plus dans ce cadran, je devrais les répartir différemment. Alors, j'en ai un qui va progresser au centre et les 2 autres vont se déplacer comme ça sur les côtés et on va toujours progresser de la même façon. Alors, éventuellement, on aura plus de citoyens dans le deuxième cadran. On va pouvoir également progresser vers le milieu et on a une espèce de course contre la montre également pour atteindre le centre en premier parce que si on est majoritaire à la fin de la partie, on récupère cette carte, ce qui nous donnera de précieux points de victoire encore une fois. Et finalement, la dernière action, eh bien, c'est celle de clergé. On peut booster ou améliorer cette action grâce aux encriers et ça nous permettra de récupérer l'un des manuscrits de la zone où on se trouve. Les premiers, ce sont des manuscrits de base et par la suite, on peut en avoir des plus avancés. La valeur d'unité de clergé est toujours indiquée sur ces manuscrits et lorsqu'on en récupère un, eh bien, on obtient immédiatement l'avantage décrit, on le place près de notre plateau et à la fin de la partie, ou dès qu'on en aura un certain nombre, on pourra réclamer les cartes clergées juste ici qui vont nous donner de façon passive toujours des icônes supplémentaires et qui peuvent rapporter des points de victoire en fin de partie. En plus, on peut avoir un peu de set collection pour la fin de la partie. Si on a plusieurs manuscrits d'un même type, ça va nous rapporter plusieurs multiplicateurs de points. Une fois qu'on a effectué notre action principale, on a l'opportunité de recruter le personnage de la zone où on se trouve. C'est différent que d'influencer. Alors lorsqu'on recrute la carte, on paye le coût qui est indiqué, on obtient immédiatement le bonus qui est indiqué dans ce coin-ci et la carte va s'ajouter à notre défausse. Alors d'où l'aspect de deck building, on pourra améliorer notre deck de cette façon. Une fois rendu à la 5e étape de mon tour, si mes 2 jetons ici de corruption et de vertu ont collisionné ensemble, je vais récupérer la partie du haut, dans ce cas-ci 2 pièces d'or, une carte accomplissement, ce qui est pas si mal, mais également une carte dette qui va éventuellement me faire perdre des points et tous les autres joueurs autour de la table vont récupérer la partie du bas, le cas échéant. Et finalement, à la fin de mon tour, la dernière étape, c'est que je dois piocher les cartes pour avoir ma limite de cartes en main. Alors au début de la partie, cette limite est de 3. J'en piocherai une dernière de cette façon, mais il y a différentes façons d'augmenter notre limite de cartes en main, soit en récupérant certaines cartes ou bien tout simplement en construisant certains bâtiments bien précis. Et les tours vont s'alterner de cette façon jusqu'à ce qu'à un moment donné, on ait épuisé plusieurs cartes d'accomplissement ou de dette, que la fin de la partie soit déclenchée. Et là, à la fin de la partie, il y aura une panoplie de choses qui va rapporter des points de victoire. Mais une chose très intéressante à prendre en note, c'est que si c'est la carte rouge, juste ici, des accomplissements, de la prospérité qui est dévoilée, eh bien, tous les joueurs qui ont payé des dettes seront récompensés. Et le contraire est également vrai. Si la partie est déclenchée avec la carte pauvreté qui est dévoilée, eh bien ce sera tous les joueurs qui auront réussi à faire autoriser leurs accomplissements qui seront récompensés. Alors on a une espèce de mécanisme de bras de fer pour déterminer laquelle de ces stratégies sera la plus payante en fin de partie. Alors voilà pour ce qui est de la présentation des vicomtes du Royaume de l'Ouest. Bien que je n'ai pas passé en revue chacune des règles en détail, je crois que ça vous donne vraiment un aperçu bien réel et concret de ce que le jeu propose. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur vos parties ou sur le jeu en général. Laissez-moi un pouce vers le haut et considérez vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et d'ici là, eh bien moi je vous dis merci pour votre écoute et à la prochaine. 1, 2